Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Je rappelle, vous publiez, on va en parler après, pour en finir avec le déclin, les priorités économiques et sociales de la France, chez Odile Jacob, coécrit avec Marie-Paul Virard. On parlait juste avant de ce plan de résilience économique et sociale présenté hier par le Premier ministre Jean Castex. Sur 25-26 milliards, il n'y en a que 5 ou 6 donc, pour les entreprises. Est-ce que le compte y est pour vous ? Oui, alors il faut voir, on fait parfois le parallèle avec la crise pétrolière de la fin des années 70, début des années 80. Il y a une très très grosse différence, c'est qu'aujourd'hui les salaires ne sont pas indexés sur les prix. Donc un choc pétrolier, alors je dis pétrolier, c'est pas que le pétrole, hein, il y a le gaz, les métaux, l'alimentation, aujourd'hui est beaucoup plus supporté par les ménages que par les entreprises. Alors qu'au début des années 80, les salaires étaient parfaitement indexés sur les prix. Et donc, alors vous avez un petit, ça grésille un peu dans le micro, on a Amaury qui vient, on continue, c'est pas grave, non, c'est des choses qui arrivent. Allez, et donc, je dis, au début des années 80, les salaires étaient parfaitement indexés sur les prix, et donc allez-y, Patrick. Le coût du choc était essentiellement porté par les entreprises qui perdaient leurs profits. Aujourd'hui, les profits sont relativement protégés. Les profits sont protégés parce que les salaires ne suivent pas les... Prenez la zone euro, par exemple. Les salaires signés pour 2022 sont à 2,5 de hausse sur un an. Alors, il y aura peut-être un peu de révision, on ira peut-être à 3. Enfin, disons 3 pour les salaires. Les prix, l'inflation de la zone euro, elle va monter au moins à 7. Donc ce que vous me dites, c'est que finalement, il faut surtout aider les particuliers. C'est surtout les ménages, le sujet. Les entreprises commencent cette crise avec une situation très favorable. On sait qu'elles se sont désendettées, on sait que le niveau de profit est élevé, les marges sont bonnes. Et le choc va être surtout porté par les ménages parce que les salaires ne vont pas compenser les hausses de prix. Donc c'est normal qu'à la fin, on trouve qu'il y a beaucoup plus d'aide du côté des ménages. Ouais, d'ailleurs, le Premier ministre hier qui nous disait vouloir sortir du gaz et du pétrole russe d'ici 2027. Comment on s'y prend ? Alors, le gaz et le pétrole russe, aujourd'hui, alors je regarde l'Europe, parce que tous ces marchés d'énergie sont extrêmement interconnectés. C'est 17% de l'énergie européenne. 17% de l'énergie. Mais moins en France. Alors en France, c'est beaucoup moins. En France, de mémoire, c'est 7-8, mais c'est beaucoup. Donc c'est plus facile pour la France de sortir que pour l'Italie. Espagne, France, c'est assez facile. Italie, Allemagne, c'est beaucoup plus compliqué. Mais sur la France, pardon, je reste sur la France. Si on devait sortir, encore une fois, d'ici 2027, ça sera oui, un mais choc. Mais ça n'a pas de sens si on ne le fait pas au niveau européen. Parce que si on importe de l'électricité d'Allemagne et que l'électricité allemande est faite avec du gaz russe, vous voyez que... Donc c'est l'Europe qui doit... L'énergie, ça n'a sens qu'au niveau européen. Ça nous demandera un gros effort. Alors, il faut qu'on économise, c'est 17% d'énergie qui viennent aujourd'hui de Russie. Alors un peu moins, parce que même si les chiffres ne sont pas complètement évidents à avoir de façon précise, on a déjà réduit un peu nos importations de pétrole. Mais si vous regardez les livraisons de Gazprom à l'Europe, elles sont au plus haut. Donc on n'a pas du tout réduit les livraisons de gaz. Alors, après, il y a 2 instruments, il y a 3 instruments. C'est accélérer la transition énergétique. Pour le nucléaire, à l'horizon de 3-4 ans, rien du tout, je veux dire. Donc, accélérer la transition, donc du solaire, de l'éolien, de la biomasse, etc. 2, c'est trouver d'autres fournisseurs de fossiles. Alors là, on a quelques pistes. Dans le gaz, le Qatar va développer de nouveaux champs. Les États-Unis vont encore augmenter leur production. Et ce ne sera pas en pipeline, ce sera en GNL. Alors c'est du GNL, c'est du GNL. Donc il faut aussi augmenter nos capacités de dégasification, gasification, et de liquéfaction chez les pays de départ. Et puis la 3e piste, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique. Alors, j'ai un chiffre qui est assez intéressant. Après Fukushima, quand les Japonais ont arrêté la quasi-totalité de leur nucléaire en quelques semaines, l'efficacité énergétique du Japon a augmenté extrêmement rapidement de 10%. Et comment ils ont fait Ils ont arrêté les climatisations, c'était l'été, donc ils ont moins refroidi, ils ont moins pris leur voiture, ils ont moins pris l'avion, ils ont fait attention. Ça veut dire un effort collectif. Donc je pense qu'il y a Oui, mais vous voyez, ça s'est fait au Japon assez... Et ils n'ont pas perdu de PIB du coup, ils ont réussi à gagner les 10% d'énergie qu'il fallait qu'ils gagnent. Et donc, on a sans doute sous le pied un potentiel très important d'économie d'énergie. En faisant ces quelques mesures, conduire moins vite sur les autoroutes, baisser un peu la température dans les maisons, moins prendre sa voiture, moins prendre l'avion. Je pense qu'il y a quand même l'essentiel peut venir d'un effort d'économie. Donc ça, c'est dans la durée, encore une fois. Maintenant, après, je reprends Yannick Jadot qui était avec nous la semaine dernière, qui nous a dit non, il faut arrêter d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie. On finance à hauteur de, je sais plus, 700 millions, 1 milliard
milliards par jour. 700 millions de dollars par jour. On donne effectivement à Poutine indirectement pour faire sa guerre. Oui. Qu'est-ce qui se passe si on devait aller jusque-là? Imaginons encore une fois que à court terme, à court terme, on a des stocks. Donc on peut tenir quelques mois sur les stocks. Après, la question c'est l'hiver prochain, quoi. Donc, il faut faire ce que je viens de dire. Je veux dire, alors évidemment là à court terme, on n'aura pas plus d'éolien d'ici 6 mois. Il faut faire des économies et il faut trouver des approvisionnements alternatifs à ceux de la Russie. Mais si on coupe encore une fois le robinet, qu'on n'achète plus d'hydrocarbures à la Russie, qu'est-ce qui se passe sur le gaz et sur le pétrole au niveau du prix? Alors après, j'ai fait un petit calcul ce matin, sachant que vous me poseriez la question. Très brutal, le calcul. C'est on coupe là, demain matin, toute importation de pétrole et de gaz russe. Alors, le pétrole, c'est un problème mondial, c'est un marché mondial. Le gaz, c'est un problème européen. C'est un marché qui est régional. Le pétrole russe, c'est 5% exactement 5,2% de la consommation de pétrole du monde. Et je vous fais les grâces du calcul d'élasticité. Si on perd 5% de ressources en pétrole, le prix du pétrole va doubler. D'accord. Donc si on n'achète plus de pétrole à la Russie... Du tout. Si le monde n'achète plus de pétrole, la Russie exporte 5 millions de barils de jour. Le prix du pétrole va doubler. Alors doubler par rapport à la situation d'avant la guerre qui était entre 80 et 90 $. Donc on irait peut-être à 160, 170 $ le baril. C'est la récession assurée? Alors, j'ai aussi regardé ce matin, chaque fois qu'on a eu un choc pétrolier de ce type-là, on a eu une récession. La fin des années 70, les années 80, 2008, la crise des subprimes, ça a aussi à voir avec la hausse incroyable des prix de l'énergie en 2005, 2006, 2007. 2012, on n'en parle pas, mais il y a aussi un choc pétrolier en 2010-2011 et l'économie ralentit énormément en 2012, donc on aurait une récession. Et alors le gaz, donc là c'est l'Europe, c'est pas le monde, donc c'est 39% du gaz européen qui vient de Russie. Et je vous passe à nouveau le calcul détaillé. Si on perd ça, le prix du gaz en Europe va augmenter d'à peu près 330%. Par rapport à avant, alors avant, vous savez que le marché de référence, c'est le TTF à Rotterdam, donc 60 € le mégawattheure. Donc multiplié par un gros 3, 180. Cela étant, il y a 8 jours, on était à 400. Parce qu'on croyait que ça allait arriver. Là, aujourd'hui, on est à 110. Mais bon, voilà, donc c'est un doublement du prix du pétrole, un triplement du prix du gaz si on coupe tout du jour au lendemain. Et donc si on coupe tout, c'est la récession assurée? Ah oui, si on coupe tout, c'est une récession assurée. Alors après, il y aura des facteurs stabilisants à la récession. Il y aura des économies d'énergie. Il y aura des économies d'énergie, il y aura du déficit public. Tous les pays, il n'y a pas que la France, tous les pays mettent des aides, des baisses de TVA, des aides aux ménages. Donc on aura, mais c'est une récession absolument certaine, oui. Sachant qu'on était à 140 $ il y a une semaine, on est à 100 $ aujourd'hui sur le baril de Brent. Donc voilà, tout ça est effectivement très volatile. Mais ça va très, oui. Alors, mais à nouveau, c'est plutôt. Mais les professionnels sont d'accord. Si on se passe du gaz russe mondialement, on aura un pétrole autour de 160, 170 $. Bon, hier, on avait, il faut en parler aussi avec vous, Patrick, la Fed, donc, qui a remonté ses taux, sans surprise, 25 points de base. Vous faites partie de ceux qui pensent que ça arrive trop tard et voilà, que la Fed a laissé l'inflation s'installer. Et devant les sénateurs, il a reconnu début mars, Jay Powell, qu'il aurait dû agir plus tôt. Il a fait une sorte de mea culpa quand même. Oui, mais très compliqué. Et, le plus gros choc, ce n'est pas les 25 points de base. On savait qu'il les ferait. Même à un certain moment, on pensait qu'ils en feraient 50 avant la guerre. C'était avant la guerre, ça. Oui. Mais c'est les 6 autres hausses annoncées pour l'année. 6 ou 7 en tout? 7, y compris celle d'hier. Donc 6 nouvelles. Plus 3-4 en 2023. Alors qu'on était plutôt à 4 hausses sur cette année, c'est ce que disait la Fed, là ils sont passés à 7 hausses sur cette année. Ce qu'on appelle les dot plots. Les dot plots, c'est les estimations des membres même. Voilà. Alors, moi j'ai quand même une grande perplexité, parce que d'abord, il y a un vrai problème d'inflation aux États-Unis qu'il n'y a pas en Europe. Ils ont 8% et ça va monter. Oui, mais l'inflation européenne, elle va monter au-dessus de 7, mais ce ne sont que des matières premières. C'est vraiment que les matières premières qui font monter l'inflation européenne. L'inflation salariale, c'est presque rien. Et il n'y a pas ce qu'on a aux États-Unis qui est très inquiétant, c'est la hausse des marges des entreprises. Les entreprises montent leur prix, beaucoup plus vite que leurs coûts. Donc l'inflation américaine, c'est une inflation qui est essentiellement domestique. L'inflation européenne, c'est une inflation importée. Et donc la BCE n'a pas normalement à s'occuper de l'inflation importée, elle n'a aucun moyen de la corriger. La Réserve fédérale doit s'occuper de son inflation domestique. Donc il est vrai qu'elle a beaucoup plus de raisons d'agir que la BCE. Donc les 6 prochaines hausses de taux sont justifiées. Oui, mais alors deuxième point de l'analyse, à combien il faut monter les taux d'intérêt si on veut avoir un effet quelconque sur l'inflation américaine? C'est une question que je vais vous poser. En gros,
la théorie économique et la pratique du passé sont très claires. Il faut que les taux d'intérêt montent plus que l'inflation, quoi. Faut que les taux d'intérêt réels augmentent. C'est les taux d'intérêt réels qui freinent la demande, c'est pas les taux d'intérêt nominaux. Donc ça nous met où alors? Alors, on était à 0 taux quand l'inflation était à 2. Si l'inflation va à 8, il faut monter les taux de plus de 6. Quoi. Donc le minimum sur les Fed Funds, c'est 6. Non, mais une fois qu'on aura fait les 6 prochaines, on ne sera même pas à 2. Hein. Bah, on sera à 3/4. Quoi. Ouais, donc on aura fait un tiers du chemin. Bah, oui, mais ils n'iront pas à 6. Et c'est 6. Et 6, c'est le minimum. Parce que là, la dynamique inflationniste, que vous appelez des entreprises américaines, elles vous expliquent qu'elles montent leurs prix, quoi, je veux dire, et qu'il n'y a plus du tout d'inhibition devant le fait de monter ses prix. Et donc, c'est 6, mais c'est sans doute plus que ça. Si on veut vraiment calmer l'inflation, il faut faire une politique à la Volcker, quoi. Ouais. On sait comment ça s'est terminé. Hein. Volcker, l'inflation est à 12, il met les taux à 20. Ouais. Bah, 2 ans après, il n'y a plus d'inflation, mais il y a une récession. Quoi. Monstrueuse. Donc, en gros, il faudrait mettre les taux à 7, 8, 9. Et là, effectivement, ça lutterait vraiment. Donc, la Réserve fédérale, si elle fait ça, elle met l'économie américaine en récession. Ouais. Mais elle peut supporter ces 6 prochaines hausses de taux qui nous mèneraient à moins de 2. Oui, mais vous voyez, 1,75, d'abord, vous avez vu que les taux longs n'ont même pas bougé, ils sont à 2,15, ils sont même presque baissés sur la réunion de la Fed. Ça nous dit quoi? Bah, ça nous dit que quand les taux d'intérêt à long terme sont à 2, avec une croissance économique à 3 et une inflation à 8, c'est-à-dire une croissance nominale à 11, c'est une plaisanterie, quoi. Je veux dire, les taux d'intérêt n'ont aucun effet restrictif sur l'économie américaine à ce niveau-là. Pourquoi ils ne s'ajustent pas? Il faudrait qu'ils aillent à 10, quoi. Donc, est-ce que vous croyez que la Réserve fédérale va mettre les taux à 10 pour provoquer une récession un an après la Covid, en pleine guerre en Ukraine, au moment en plus où l'État américain aussi, et pas que l'État européen, va dépenser sans doute plus d'argent pour le militaire, pour la sécurité, etc. Donc, c'est pas possible. Donc, pour ramener une inflation à 2, qui est le mandat, encore une fois, de la Fed, il faudrait mettre les taux à 10. Ouais. Ce qu'elle ne fera pas, puisqu'aujourd'hui... Ils ne le feront pas. Donc, ils vont mettre les taux à 2, puis à 3 l'année d'après. Ils diront, regardez, on est des gens sérieux, on a mis les taux à 3, et l'inflation vivra sa vie tranquille. Et donc la Fed s'assiera sur son mandat. Elle ne mourra que de sa belle mort, l'inflation, quand les prix des matières premières rebaisseront. Donc, l'inflation va rester au-delà de 5 aux États-Unis pendant un bon moment. Oui, mais... Quel est le moyen? Et alors vous dites, ils auraient dû faire ça plus tôt. Oui, dans l'absolu, oui. Enfin, vous sortez de la récession Covid, vous remettez l'économie 6 mois après dans une deuxième récession. Donc il y a quand même un énorme sujet. Après la Covid, on n'avait pas vu venir que le monde allait se mettre à consommer des biens et puis des services, et que ça fait une première vague d'inflation. Et puis là, il y a l'Ukraine. Donc s'ils veulent vraiment nous ramener l'inflation à 2, il faut une politique qui évidemment, replonge les États-Unis dans 2 ans de récession. Ouais, tout le monde a dit, Patrick, suite à la réunion d'hier de la Fed, qu'elle avait durci le ton du discours. Oui, ils sont passés de 4 à 6 hausses, 4 à 7 hausses cette année. Certes, enfin, c'est très éloigné des besoins pour revenir à une inflation à un niveau plus acceptable. Ils vont faire du window dressing, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont dire, regardez, on est des gens parfaitement responsables et sérieux, tout en se gardant bien de faire quoi que ce soit. Il faut comprendre en plus, quand vous comparez l'économie de Volcker à début des années 80 à l'économie d'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a énormément plus de dettes. Et il y a énormément plus de valorisation des actifs et des effets de richesse qui sont beaucoup plus importants. Donc la même politique, une sensibilité au taux de l'économie beaucoup plus grande. Donc la même politique que celle des années 80, c'est une catastrophe économique absolue. Tout va s'effondrer si on fait ça. Donc évidemment, ils ne vont pas le faire. Donc ils vont faire un peu. Ils vont faire semblant, ils vont amener les taux à 3 à la fin de 2023. Et donc, c'est pas dramatique. Et c'est pas dramatique. Hors de portée par rapport à l'objectif. De toute façon, ce qui compte, ce qui compte, c'est les taux d'intérêt réels. Donc, s'il y a une inflation à 8 maintenant, à 5 à la fin de l'année et que les taux sont à 2, en réalité, la politique monétaire va rester extrêmement expansionniste. Et l'année prochaine, les taux à 3, l'inflation à 3 ou 4. Donc non, ils n'ont pas le moyen de lutter contre l'inflation. C'est pas Volcker, c'est pas possible. Donc la Fed est impuissante. De toute façon, toutes les banques centrales. Alors c'est bien pire pour la BCE. Parce que la BCE, en plus, l'Europe souffre beaucoup plus dans son économie de la guerre en Ukraine que les États-Unis. L'Europe, tout le monde publie des prévisions de croissance à 3 pour la zone euro cette année. L'INSEE nous a dit la guerre en Irak, a priori, c'est 1 point de moins de croissance. Oui, mais ça, c'est l'effet mécanique. C'est l'effet mécanique de la guerre, c'est un point, c'est la hausse des prix, la perte de pouvoir d'achat, et en face, des déficits publics plus élevés. Après, vous avez les effets pas mécaniques. Vous avez vu en Allemagne l'effondrement des indicateurs conjoncturels. En France, apparemment, d'après les indications qu'on a, l'effondrement des achats de logements. Tu n'achètes pas une maison pendant une guerre, Et donc, il y aura des effets bien plus importants que l'effet mécanique. Alors, personne n'est capable de chiffrer ça. Bien sûr, on l'a dit avant, si on arrête d'acheter le gaz russe, c'est une récession, mais même si on continue à l'acheter, ça va être bien moins que 3.
Parce qu'il y a plein d'effets au-delà des effets mécaniques. Hein. Les entreprises vont couper leurs investissements. Vous n'allez pas investir en temps de guerre. 3% moins de croissance sur ça va être, c'est peut-être, pas dramatique non plus. C'est plutôt 2, quoi. Oui, alors, on a 2 d'acquis. Donc si on fait 2, c'est qu'on est plat toute l'année. Exactement, c'est ça qu'il faut rappeler. Mais c'est plutôt ça le vrai scénario, parce qu'il y aura plein d'effets en plus de l'effet mécanique. Hein. Alors sauf évidemment, et personne n'en sait rien, si dans 15 jours, il y a une sortie diplomatique à cette crise, il y a un peu d'espoir. Hein. C'est pour ça que les marchés d'actions remontent, mais enfin, le sait-on. C'est justifié, c'est quasiment plus 15% par rapport au point bas du CAC 40 et des indices boursiers. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que cette crise rend la détention d'obligations impossible. Hein, et pousse tous les investisseurs à se protéger contre l'inflation. Ce que je dis est assez banal, mais c'est assez violent, quoi. Donc la problématique aujourd'hui d'un investisseur, c'est me protéger contre l'inflation et sortir des obligations. Et donc, tout le monde a la même stratégie, c'est acheter des actifs réels. Hein. Et des actifs réels, c'est quoi? C'est des infrastructures, de l'immobilier, du private equity et aussi des actions. Ça, déjà oui, mais beaucoup plus. Là, il y a un boom, vraiment. Vous ne restez pas investi en obligations. En Europe, on va avoir des taux d'intérêt réels obligataires à -7, quoi. Hein. Qu'est-ce qui détient un truc qui rapporte -7 réel, hein. Et donc, la rotation des portefeuilles vers les actifs réels et les actions, elle va être beaucoup plus forte. Donc, le moins de signes d'espoir, le moins de petites idées que ça va s'arranger, va faire repartir le marché de façon incroyable, quoi. Ouais. Sachant que impossible de savoir si les points bas sont derrière nous. Oui, mais attendez, on n'en sait rien. Si Poutine attaque Kiev, vraiment, le marché va se réeffondrer. Mais simplement, le potentiel de rebond au moment où on verra une sortie diplomatique, il est gigantesque, quoi. Ouais. Dans un monde où les taux d'intérêt... faut tous qu'on réfléchisse collectivement à qu'est-ce que ça veut dire un monde avec des taux d'intérêt réels durablement très négatifs. Hein. Alors normalement, c'est assez bon pour la demande. C'est une énorme taxation des épargnants, et en particulier des épargnants modestes, hein, ceux qui sont investis en obligations, donc ce qui est quand même un vrai problème. Et puis, c'est un énorme soutien de tous les actifs liés à l'économie réelle, quoi. Donc les entreprises, l'immobilier, le green, enfin... Un petit mot de la Chine, juste, vous avez vu, oui. Hein, avec ce confinement sur plusieurs jours de dizaines de millions de foyers pour contenir l'expansion du Covid, notamment Shenzhen, capitale, c'est important, l'électronique, proche de Hong Kong, qui est verrouillée. Il y a Huawei, il y a Foxconn. Fermeture d'usines qui va poser des problèmes pour la production de produits Apple, Samsung ou autres. Tout ça ne va rien arranger à nos problèmes d'approvisionnement. C'est très incompréhensible parce que moi j'avais écrit en 2020 qu'il fallait que zéro Covid c'était bien tant qu'on n'avait pas de vaccin. C'était ça le message. Et toutes les études académiques qui ont été faites après, y compris par moi et d'autres, ont prouvé que c'était vrai. C'est-à-dire que la meilleure stratégie avant les vaccins, c'était zéro Covid. Mais du moment qu'on avait les vaccins, la meilleure stratégie, c'était le vaccin, quoi. C'était plus zéro Covid. Et puis maintenant qu'il y a Omicron, la meilleure stratégie, c'était effectivement une vaccination massive et un relâchement des contraintes sanitaires, ce qu'ont fait tous les pays occidentaux. Hein. Et les Chinois sont restés, avec un mauvais vaccin, qui effectivement protège très mal la population, et n'ont pas du tout voulu importer des bons vaccins, et 2, ont maintenu zéro Covid, alors qu'ils ont ce mauvais vaccin, et qu'il y a Omicron qui, de toute façon, tellement contagieux, surtout le nouveau BA2, que ça passe même quand on a des confinements. Donc leur stratégie n'est pas compréhensible. C'est une stratégie nationaliste. Hein. Ils ne sont pas voulu admettre l'idée que leur vaccin ne marchait pas bien, ils ont pas, alors qu'ils auraient pu acheter du Pfizer, hein, comme tout le monde. Mais ça, ils n'ont pas voulu. Ils essaient de développer leur propre vaccin ARN messager, mais ça met un temps fou. Et leur vaccin traditionnel ne marche pas, quoi. Il faut aller des efficacités sur Omicron qui sont très très faibles. Sauf qu'encore une fois, on a des goulets d'étranglement. On peut avoir très peur, parce que vu la contagiosité, surtout le BA2, qui est encore plus contagieux que le premier Omicron, on peut se dire qu'à la fin, s'ils ne changent rien, ils vont confiner toute la Chine, quoi. Qu'est-ce qui se passe s'ils confinent toute la Chine, c'est pas bon. Non, mais certes. C'est pas bon. Alors pour eux, évidemment, c'est pas bon du tout, mais parce que la croissance chinoise, ce ne sont plus que des exports. Il faut quand même comprendre que la demande intérieure, elle est très très faible. C'est un pays qui est redevenu totalement mercantiliste. Et pour nous, il va nous manquer tout ce qui vient de Chine, quoi. Et évidemment, c'est un gros sujet. Mais leur stratégie sanitaire est ridicule. Simplement, ils n'ont pas voulu se dédire, quoi. Alors qu'évidemment, il fallait qu'ils changent de stratégie du moment qu'il y avait des vaccins efficaces. Patrick, avant de se quitter, il faut qu'on parle de votre dernier ouvrage. Pour en finir avec le déclin, les priorités économiques et sociales de la France, coécrit avec Marie-Paule Virard aux éditions Odile Jacob. On est en pleine campagne présidentielle.
à ceux qui disent qu'il n'y a pas de débat. Non, il y a plein de sujets. Comme non, mais il y a plein de débats, il y a plein de débats, faut pas exagérer. En économie, on est d'accord, il y a plein de il y a plein de débats. Et finalement, les débats, d'abord, ce que je voulais dire, c'est bon, acheter ce livre qui est très bon. Oui, comme tous les livres de Patrick Artus, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais deux, les priorités économiques et sociales sont renforcées par la guerre en Ukraine. Parce que c'est quoi les priorités? C'est l'autonomie industrielle, l'autonomie énergétique, le pouvoir d'achat, l'éducation et les compétences, le climat. Enfin, il n'y a rien qui... La guerre en Ukraine, c'est comme la Covid finalement. Ça renforce les priorités qui étaient déjà les bonnes priorités. Et donc, il faut qu'on débatte collectivement de ce qu'on fait sur le pouvoir d'achat et sur les travailleurs pauvres en particulier, de ce qu'on fait pour accélérer la transition énergétique avec les coûts induits qu'il va bien falloir regarder, de ce qu'on fait pour relocaliser. Et tout ça tire évidemment après aussi, il faut parler de l'état des finances publiques, qui est un vrai sujet. Qui n'est pas un sujet de campagne en tout cas. Un peu quand même. Un peu quand même, mais... Qui parle de faire des économies, d'avoir un déficit qui passe sous 3%, une dette? Ah non, on ne parle plus de ça. Oui, si quand même. Certains parlent d'économie. Enfin, oui. Macron met l'âge de la retraite à 65 ans, ce qui est une gigantesque économie quand même. Avec des mesures en face aussi. Oui, mais de toute façon, notre vrai sujet, c'est que légitimement, on a besoin de davantage de dépenses publiques. Le militaire, la santé, les relocalisations, la transition, l'éducation. Et qu'à un certain moment, il y aura quelque chose qui ressemble à une norme budgétaire européenne qui va revenir, même si on a encore décalé d'un an avec l'Ukraine, et que de toute manière, à un certain moment, il va falloir réduire les déficits publics. Donc soit on fait un gros effort d'amélioration de l'efficacité de l'État, mais ça prend beaucoup de temps, soit on prend la solution de facilité, en gros, qui est de dépenser moins sur les retraites, quoi. Mais il faut avoir ce débat collectivement, il faut qu'on débatte de ça. Et après, on s'aperçoit que tout tire la ficelle compétences. Parce que l'obstacle majeur à la réindustrialisation, c'est l'absence de compétences pour l'industrie. Le problème de pauvreté, d'inégalité, c'est le taux d'emploi. Et le taux d'emploi, c'est la même chose que le problème de compétences. Le problème dont on parle aussi d'innovation. Sur des années. On passe pas d'un claquement de doigts qu'on peut résoudre. On a fait quelques progrès. Il s'est passé des choses dans l'école primaire, dans la formation professionnelle, dans l'apprentissage, dans les plans pour les jeunes, maintenant ce qui s'appelle le contrat d'engagement. On a fait quelques progrès. Alors il reste un énorme travail. Nos enfants sont toujours les plus nuls en maths de la planète. Ce qui évidemment est quand même un souci, d'avoir les gamins les plus nuls en maths de la planète. Comment on peut en être là aujourd'hui? On en est là parce qu'il n'y a plus d'enseignants de maths dans le primaire, en gros. Donc effectivement, on a rendu la profession d'enseignant tellement peu attractive que si vous avez une maîtrise de maths, vous avez un tel éventail de choix pour aller travailler dans plein d'endroits sympathiques que c'est pas tellement envie de devenir professeur des écoles, je veux dire. Donc on n'arrive plus à attirer les scientifiques pour donner le goût des sciences aux enfants. Et alors que si vous avez une maîtrise d'histoire, c'est plus naturel comme mouvement d'aller dans l'enseignement, Si vous avez une maîtrise de maths ou de physique, c'est pas très naturel comme mouvement d'aller dans l'enseignement. Et donc, on a un énorme problème de l'enseignement des sciences. Et un pays sans scientifiques, il a du mal à se réindustrialiser, quand même. Voilà. Donc il faut lire, pour en finir avec le déclin, signé Patrick Artus et Marie-Paul Virard aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, David. Patrick Artus, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci, David.